Bonjour tout le monde, vous êtes tous capables de chanter. Aujourd'hui je ne reçois pas mais je suis reçu par Richard Cross, coach vocal et formateur de coach vocal. Richard. Bonjour. Bonjour. Tout le monde peut chanter? Tout le monde peut chanter parce que tout le monde parle et que cela nous renvoie à une réalité historique qu'il est bon de réexpliquer. Au départ, le bébé va très rapidement partir à l'exploration de son instrument vocal. Il va donc faire ce qu'on appelle des gazouillis, il va aller faire ce fameux babil du bébé, qui est une imitation de ce qu'il entend, mais cette imitation n'est que la stimulation pour aller explorer ce qui se passe dans son corps. Donc que ça fait du bruit, que ça fait vibrer des parties de son corps, que ça résonne, et il y a on va dire toute la mise en place du langage sonore qui va se faire au départ dans une exploration qui est dans une totale jouissance, dans une découverte extraordinaire que le bébé fait au même titre que la découverte de son corps quand il va se mettre à bouger ses mains, à réaliser que c'est sa main, puis sa jambe. Ça va venir pas tout de suite parce qu'il va falloir plusieurs mois avant qu'il comprenne que c'est son propre corps. Mais en tout cas, il va être dans cette découverte extraordinaire de ses possibilités aussi bien de mouvement que ses possibilités sonores. Et ces possibilités sonores, bien entendu, sont stimulées par le bain linguistique dans lequel il vit. Donc s'il est chinois, français ou russe, il va être dans un bain linguistique qui va l'aider à choisir et aller préciser des sons et pas d'autres. C'est-à-dire que s'il est dans la culture russe, par exemple, il va aller explorer un son qui n'existe pas en français, qui est le E, et que en français, le bébé n'entend pas ce son, donc il ne va pas avoir il va l'explorer, puis il va le perdre. Il ne va pas le retenir, puisque ça n'existe pas dans le champ qui l'entoure, dans le champ sonore, alors que le bébé russe il va retenir ce son parce qu'il va l'entendre. Donc il y a un jeu permanent qui s'installe entre le stimulus sonore ambiant et cette exploration. Et c'est là où c'est très important de comprendre que cette exploration du bébé, elle est libre au départ. Elle est limitée par le champ linguistique autour, mais au départ, c'est une exploration, c'est-à-dire que le bébé va explorer tout ce qu'il peut faire, tout simplement par jeu. Et par la jouissance du jeu. Et ça, c'est très important, parce que c'est à cause de ça et grâce à ça que je peux affirmer que tout le monde peut chanter, parce que c'est la première étape de notre construction sonore. La parole va venir en deuxième intention, elle va venir quand, dans l'organisation sociale du rapport, ça va devenir de la parole, mais ça, c'est à l'âge de 2 ans. Mais au départ, les premiers mois du bébé, c'est une exploration de ce qui se passe en nous, et on ne sait pas encore pourquoi et comment. Il y a bien entendu des intentions. Le bébé réagit à l'environnement, il est content, il n'est pas content, il a faim, il crie, il pleure. Oui, mais au-delà de ça, il y a une jouissance de l'exploration. Et combien de semaines il faut pour savoir chanter? Ça prend 1 heure. 1 heure avec moi, c'est, en tout cas, ou avec les gens que je forme, à qui j'apprends ces techniques-là, 1 heure suffit. Alors bien entendu, en 1 heure, on va aider la personne à prendre conscience que finalement elle sait chanter, qu'elle a toujours su mais qu'elle ne le savait pas, ou qu'elle croyait ne pas le savoir. Après, bien entendu, pour que ça devienne du chant sur le plan avec des critères esthétiques, ça c'est une autre histoire. Il y a des gens après qui sont doués pour que leur voix soit esthétiquement plus belle que d'autres. De la même façon qu'il y a des gens qui sont des orateurs nés, et puis d'autres qui le sont moins. Mais je parle de la fonction. Le fait de chanter, c'est une fonction comme marcher ou parler, faire pipi ou sauter. Tout ça, ce sont des fonctions auxquelles notre corps nous donne accès. S'il n'y a pas de contrainte, de limitation particulière, physiologique, qui serait reliée à un problème dans le cerveau, on a donc 99,9 chances normales d'avoir accès à tout ça. Au même titre, voilà. Ouais, on a la première impulsion qui nous permet de nous débloquer déjà, avoir confiance. Et à partir de là, je pense qu'on peut... Voilà, c'est la première heure, c'est en réalité... Si on veut, quoi. On peut approfondir après. La première heure, c'est de mettre la personne face à une réalité qui a toujours été là, mais qu'elle ne sait pas. Parce que on l'a bloquée, ça c'est le problème... Les croyances limitatives. Des croyances, voilà, comme on dit en hypnose, ce sont les croyances limitatives qui nous viennent de l'environnement familial, de l'environnement scolaire. Je cite les 2 exemples les plus catastrophiques, malheureusement qui se répètent très souvent. On est à l'école, il y a de façon exceptionnelle en France, on se met à chanter, ce qui est rare maintenant malheureusement, et tout d'un coup on entend une grosse voix au fond de la classe, et puis il y a la maîtresse qui dit « Oh là là, toi tais-toi parce que tu chantes faux », et à partir de là, croyance limitative, c'est une catastrophe, et la personne peut, pour le reste de sa vie,
définitivement penser que c'est fini pour elle. Peur du jugement. Pareil pour la famille, il suffit que dans la famille, pour des raisons X et Y, on dise à un enfant oh, t'as une drôle de voix, ou tiens, ça fait du bruit, ou pas assez de bruit. Enfin, dès qu'on sort de la norme, parce que le problème de cette exploration sonore, c'est que, elle nous fait apparaître comme on est dans notre corps. On peut être grand, petit, gros, blanc, noir, jaune. Et donc, on va avoir une identité sonore. Et cette identité sonore, si elle n'est pas accueillie par l'environnement pour ce qu'elle est, avec une grande ouverture, eh bien, la personne rapidement peut se sentir hors norme. Et donc, comme elle va se sentir hors norme, elle va se taire. Et elle va penser que le chant n'est pas pour elle. Parce qu'elle va intégrer cette croyance limitative que le chant, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire chanter comme ça, de telle façon. Non, on peut avoir une grosse voix, on peut avoir une petite voix, on peut avoir une voix aiguë, une voix grave. Tout est possible. Et de la même façon qu'on peut être grand, petit, comme je disais, gros ou mince. Donc pour le manque de confiance, par exemple, dès que les gens découvrent cela, ça peut débloquer énormément de choses au niveau... C'est très intéressant. C'est très intéressant sur le plan de l'impact thérapeutique, parce que au-delà de la découverte que finalement, du moment qu'on peut parler, on chante, ça va effectivement avoir une réassurance extraordinaire de sa capacité, de son corps. C'est retrouver, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais marché et puis finalement qui découvre qu'il peut marcher. Alors bien entendu, ça paraît extraordinaire de dire ça, mais quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait avant parce qu'on pensait qu'on ne pouvait pas le faire, qu'on a cru ne pas pouvoir, et puis que finalement, oui, on peut lever la main plus haut que ce qu'on imaginait, et quand on le vit, ce vécu corporel va modifier notre image de nous-mêmes. Alors elle va le modifier sur le plan sonore, et tout d'un coup on va découvrir qu'on a une voix. Alors comme je disais, ça c'est la découverte, ça se fait en 1 heure, c'est pas très long. Après, pour développer, pour créer des réflexes, et puis développer et en faire un outil après au service d'un art, ça c'est un travail qui va prendre du temps. Mais tout le monde peut chanter parce que tout simplement, tout le monde parle. Et qu'à partir du moment où on parle, c'est-à-dire quasiment l'essentiel de la population, à part donc, comme je disais, des cas particuliers liés à des problématiques neurologiques, eh bien, si on parle, c'est qu'on peut chanter, puisqu'on a donc déjà eu cette exploration de l'organe, qu'on a donc compris ce qu'on appelle la prosodie, c'est-à-dire, enfin compris, pas intellectuellement, mais qu'on a intégré des processus de prosodie, c'est-à-dire les processus fondamentaux de ce qui va être le chant, la hauteur du son, le repérage de l'intensité, le fait que je parle fort ou pas fort, et puis le repérage du timbre. Je reconnais la voix de papa, la voix de maman, je reconnais ma propre voix plus tard, donc ça c'est le timbre. Et 4e facteur, le temps, l'organisation dans le temps, ce qu'on va appeler le rythme, qui fait que je vais dire papa, maman, et que je ne dis pas maman ou papa, alors qu'en russe par exemple on dit papa par exemple ou mama, et que donc l'organisation du tempo, qui selon les langues va être différent. Voilà, et quand on a ces 4 éléments, on les a automatiquement puisqu'on parle. Alors donc ça veut dire qu'on peut chanter. Très bien. Et ça, tous les dates, je pense, sont sur le site, enfin, on peut retrouver facilement pour, si ça intéresse quelqu'un, pour participer. C'est une connaissance pour l'instant que je donne aux professeurs de chant que je forme, puisque moi je suis avant tout maintenant formateur de professeurs de chant. Je prépare actuellement, non pas un ouvrage, ça viendra plus tard, mais dans un premier temps, je prépare une série de soirées spéciales que je vais appeler les soirées extraordinaires avec Richard Creus, où je propose à tous ceux qui imaginent qu'ils ne peuvent pas chanter parce qu'ils croient que la voix que le chant n'est pas pour eux, qu'ils chantent faux, qu'ils chantent pas en mesure, qu'ils n'aiment pas leur voix, enfin toutes les raisons qui pourraient leur faire croire que le chant ne leur appartient pas. Moi je dis à ces gens, venez passer cette soirée extraordinaire avec moi. À l'issue de cette soirée, vous allez retrouver le contact avec votre voix grâce à une mise en situation qui va permettre justement de redevenir le bébé qu'on a tous été. Super, merci beaucoup. On se retrouve prochainement, prenez soin de vous, à bientôt.